un après-midi de juillet, saturé du tintement des lances et du tumulte de la foule, le roi de France, Henri II, se rend à un tournoi chevaleresque qui se terminera pour lui de façon tragique. Ce jour-là, comme tous les autres au cours de son règne, il portait ouvertement non seulement les cymbales de son royaume, mais aussi les marques de sa dévotion exclusive envers une seule femme. Sur ses habits cérémoniels, sur ses boucliers, et même sur les décorations des festivités, trônait un blason audacieux et provocateur, 3 croissants croisés. C'était le signe officiel de Diane de Poitiers, son étendard personnel, que le roi élevait au-dessus de toutes les autres distinctions royales. Les initiales D et H, Diane et Henri, étaient entremêlées en un monogramme indissociable, ornant les murs des châteaux, les arcs des entrées royales et même les dômes des palais. Toute la France savait, dans ce duo, le titre de roi lui appartenait, mais le pouvoir sur son cœur et sur l'État appartenait à elle. Diane de Poitiers occupait une position unique et sans précédent. Son influence officiellement reconnue était si grande qu'elle était considérée comme la 3e personne du royaume, non seulement aux côtés du monarque, mais en fait co-dirigeante. Même lors du couronnement solennel de l'épouse légitime d'Henri, Catherine de Médicis, ses initiales entrelacées brillaient audacieusement sur toutes les décorations de la fête. Mais ce qui impressionne réellement, ce qui fait que les générations futures regardent Diane avec les yeux éblouis d'Henri II lui-même, c'est son âge phénoménal. Au moment de cette sortie fatale, lorsque le roi sortait pour la dernière fois aux couleurs de sa favorite, Diane célébrait son 60e anniversaire. 60 ans. À une époque où l'on atteignait rarement 40 ans en moyenne, elle restait non seulement influente, mais était aussi celle que le poète Brantôme appellera plus tard la déesse de l'amour, la magicienne de l'histoire. Comment expliquer cet attachement étrange et total ? Cette favorite, contrairement à beaucoup d'autres, non seulement ne cachait pas sa position, mais elle l'utilisait pour exercer un pouvoir absolu presque divin. Henri II, dans ses lettres passionnées, ne se contentait pas de déclarer ses sentiments, il s'inclinait devant elle comme devant une force supérieure qui façonnait son destin. En 1547, il écrivait « Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, et toi, tu es mon destin, ma princesse souveraine. Mon amour pour toi est une messe solennelle que ni le froid, ni la pluie, ni la chaleur, ni la longue succession d'années, ni le voile sinistre de l'éternité ne pourront interrompre. » De telles lignes, écrites par un monarque à sa bien-aimée, ressemblent plus à un serment de fidélité envers une divinité ou une souveraine qu'à un simple chef lettré. Peut-être que le secret résidait dans sa beauté phénoménale, comparée à une statue sculptée en marbre. Mais même le marbre se fissure avec le temps. Et Diane était-elle réellement une déesse ? Ses contemporains étaient loin d'être unanimes. Certains, comme Brantôme, affirmaient que Diane, à 70 ans, restait aussi fraîche et charmante qu'à 30. D'autres, cyniques et cruels, à l'approche de son 50e anniversaire, la raillaient ouvertement, critiquant ses rides, sa peau flasque, ses dents factices et ses cheveux gris, surnommant la déesse de la beauté le vieux champignon. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre ces extrêmes de flatterie et d'insulte. Pour certains, elle était un génie de la beauté pure. Pour d'autres, une sorcière, jetant des sorts avec une bague enchanquée, selon les murmures à la cour. Mais le fait demeure, elle était un phénomène. Le veuvage, qui aurait pu marquer la fin de la vie mondaine pour toute autre femme, est devenu pour elle un tremplin. Son origine, qui lui donnait le droit de regarder de haut de nombreux membres de la cour royale, y compris la reine elle-même, était son bouclier invisible. Sa lignée, bien plus ancienne que celle des Valois auxquels appartenait Henri, lui servait de rappel constant de sa supériorité et de sa prédestination. C'est cette confiance, fondée sur des racines ancestrales, combinée à un certain secret mystérieux pour préserver son apparence et à une volonté de faire, qui lui a permis non seulement de devenir favorite, mais aussi de s'emparer de toutes les affaires de l'État. Pour comprendre comment Diane pouvait être à la fois déesse et vieux champignon, aux yeux des mêmes courtisans, il faut plonger dans son passé,
remplie non seulement de beauté, mais aussi de pouvoir inscrit dans sa généalogie. Son influence sur le roi, exprimée dans ses lignes passionnées sur le destin et la messe solennelle, ne pouvait se fonder uniquement sur le charme. C'était la force de son origine et de son statut personnel. Diane de Poitiers est née le 3 septembre 1599 dans l'une des familles les plus anciennes et les plus illustres du Dauphiné. Son ancêtre était Guillaume de Poitiers, le dernier des ducs d'Aquitaine. Ce fait, dont elle se souvenait toute sa vie, rendait sa lignée, en substance, plus respectée et plus ancienne que la dynastie des Valois auquel appartenait le roi. Sa vie a commencé par une prédiction mystique, conclue par ces mots. « Réjouissez-vous, elle régnera sur tous. » Ce n'était pas simplement de la flatterie, mais peut-être la reconnaissance d'une volonté inébranlable qui se forgeait en elle. À 15 ans, elle fut mariée à Louis de Brézé, sénéchal de Normandie, qui avait 40 ans de plus qu'elle. Ce mariage, avec le petit-fils du roi Charles VII par la lignée maternelle, introduisit instantanément la jeune Diane dans les plus hauts cercles du pouvoir. Après que son époux s'éteignit en 1531, Diane, âgée de 31 ans, prit une décision qui devint le symbole de son futur pouvoir. Elle fit ériger un mausolée majestueux à Rouen et porta le deuil de manière ostentatoire jusqu'à la fin de sa vie. Le noir et le blanc de sa tenue ne symbolisaient pas seulement le chagrin pour son mari, mais devinrent son style personnel, immédiatement à la mode à la cour. Ce contraste noir et blanc représentait son inaccessibilité et son pouvoir pur mais secret. Mais au-delà de ses origines et de son statut de veuve, il y avait aussi l'aspect physique de son mystère. Elle conservait une forme physique défiant le temps. Le secret de sa jeunesse étonnante résidait, selon les témoignages, dans un mode de vie extrêmement sobre. Son rituel quotidien était unique. Lever très tôt, bain froid obligatoire, suivi d'une promenade à cheval de 2 heures. Après une courte sieste et un petit déjeuner léger, elle consacrait du temps à la lecture. Diane refusait totalement le maquillage et ne buvait pas de vin. Cette discipline, frôlant l'ascèse, était peut-être ce qui lui donnait cette fraîcheur marbrée qui rendait le roi fou. C'est précisément cette combinaison d'orgueil aristocratique, de lucidité politique et de discipline physique qui lui permit d'atteindre un pouvoir absolu, jamais égalé par une favorite dans l'histoire de France. C'était un règne non seulement du cœur, mais de l'esprit, et surtout un contrôle de fer sur les affaires de l'État. Ce contraste noir et blanc, devenu sa marque de fabrique, symbolisait non seulement le deuil éternel de son premier mari, mais aussi sa position unique. Elle était la maîtresse de l'ombre de la cour, à la fois pure et toute puissante. Diane de Poitiers exploita brillamment ce rôle pour créer sa légende, devenant non seulement une favorite, mais la véritable muse et la législatrice des goûts de la Renaissance en France. Elle possédait un flair incroyable pour la beauté et le talent, ce qui lui permit de transformer son statut en un puissant instrument de soft power. Tous les plus grands artistes et architectes savaient que la faveur de Diane signifiait non seulement le patronage royal, mais aussi l'immortalité dans la pierre et sur la toile. Elle fut l'inspiratrice et la superviseuse de projets architecturaux posant les bases de la célèbre école française de Fontainebleau. Son nom est inscrit à jamais dans l'histoire de l'architecture grâce au château de Chenonceau, offert par le roi, où elle fit construire les célèbres ponts et galeries au-dessus de la rivière Cher. C'est Diane, et non la reine, qui contrôlait la vaste bibliothèque royale et patronnait les écrivains et savants éminents. Elle cultivait consciemment l'image de la déesse romaine de la chasse, Artémis. Diane, commandant régulièrement des statues et des tableaux où elle se représentait nue, jeune et athlétique, une image destinée à ancrer à jamais dans l'esprit de ses contemporains sa beauté et sa puissance intemporelle. Cette stratégie de communication sophistiquée fonctionnait parfaitement. Mais si Diane était créatrice dans le domaine artistique, elle devint une véritable maîtresse du pouvoir psychologique à la cour. L'intrigue centrale de sa vie tournait autour de Patrine de Médicis. La reine, aristocrate italienne, n'avait pas d'héritier depuis des années, ce qui donnait à Diane une confiance supplémentaire dans son invincibilité. Diane ne se contentait pas de rivaliser avec Catherine, elle s'immisçait quotidiennement dans ses fonctions royales. La favorite, et non l'épouse, recevait les ambassadeurs étrangers, lisait leurs rapports, dictait les réponses et influençait toutes les nominations officielles. L'aspect le plus cynique de cette lutte fut que Diane prit en charge l'éducation et la formation des enfants royaux, y compris le futur roi. Elle contrôlait leur entourage, leur emploi du temps, leurs précepteurs. Ce fut un effacement public et humiliant du rôle de Catherine en tant que mère et reine.
Diane était également une brillante gestionnaire financière et entrepreneuse. Sa fortune personnelle immense n'était pas un simple gaspillage, elle augmentait grâce à la gestion habile de vastes domaines, titres et revenus fiscaux que lui concédait le roi. Sa maîtrise financière lui permettait d'agir indépendamment du système de trésorerie de la cour, renforçant ainsi son autonomie politique. Elle n'était pas seulement une maîtresse, mais une partenaire financière et politique du roi, ce qui la rendait pratiquement intouchable dans le tourbillon des intrigues de la cour. Cet équilibre quotidien entre le rôle de mécène mondane, de ministre des Finances de facto et de reine de l'ombre créait autour de Diane une aura d'omnipotence que même les plus influents nobles n'osaient contester. Elle était l'incarnation vivante de la prophétie qui prédisait son règne sur tous. Ce mélange unique de discipline personnelle, de supériorité aristocratique ancestrale et d'instinct politique impeccable dont nous venons de parler, conduisit Diane à une domination absolue et sans précédent sur la France. Les historiens soulignent qu'aucune femme placée dans une position similaire n'avait jamais réussi à exercer un pouvoir aussi total sur la personnalité du monarque, et encore moins à convaincre les souverains étrangers de son omnipotence. Sous Henri II, Diane de Poitiers s'était en fait emparée de toutes les affaires clés du royaume. Son portefeuille politique était vaste et ouvert. Les ambassadeurs des puissances européennes lui adressaient directement leur correspondance officielle, contournant les canaux habituels. Elle correspondait même avec le pape lui-même. Le roi n'entreprenait rien et ne signait aucun document sans son avis préalable et indispensable. Henri II ne se contentait pas de l'aimer, il comptait sur elle pour tout ce qui concernait la gestion du royaume. Cette influence n'était pas seulement dans l'ombre, elle était publiquement reconnue et matérialisée. En 1548, Henri II lui accorda le titre prestigieux de comtesse de Valentinois, et seulement 5 ans plus tard, il la fit également comtesse d'Étampes. Le point culminant de la générosité royale fut un cadeau devenu le symbole tangible de son pouvoir, l'un des plus beaux châteaux de France, Chenonceau, qui s'étendait majestueusement sur la rivière Cher. Pourtant, dans l'éclat de cette gloire et de ce luxe, restait la reine légitime, Catherine de Médicis, contrainte de supporter cet humiliant affront quotidien. Ses sentiments étaient amers et clairs. Elle confiait ses émotions ainsi. J'accueillais avec courtoisie Madame de Valentinois, car le roi m'y obligeait, et je lui faisais toujours comprendre que je le faisais à mon grand regret, car jamais épouse aimant son mari n'a aimé celle qui occupait sa place, aussi pénible que soit à prononcer de tels mots pour des personnes de notre rang. Cette haine contenue mais bouillonnante, née de l'atteinte publique à sa dignité, créait une tension insoutenable dans les murs du palais. Une tension qui, comme nous le verrons bientôt, était prête à exploser à tout moment. L'événement fatidique était inévitable et devint ce point de bascule après lequel le pouvoir absolu de Diane de Poitiers s'effondra en un instant. La tension, accumulée pendant des années au palais, se résolut soudainement et de manière irréversible ce jour de juillet 1559. Le roi Henri II se rendit à un tournoi pour célébrer un accord de paix et, ironie du sort, pour la dernière fois aux couleurs de sa favorite. Il tomba, frappé par la lance du comte de Montgomery, et ce tragique départ du monarque bouleversa instantanément tous les rapports de force en France. Le règne de Diane de Poitiers ne prit donc fin ni à cause d'une intrigue politique, ni d'une révolte populaire, mais à cause d'un simple accident absurde. Dès que le pouvoir passa au nouveau roi, Catherine de Médicis, qui avait enduré des humiliations publiques pendant des années, eut enfin la possibilité de se venger. Sa vengeance fut froide, rapide et exclusivement symbolique. La reine-mère ne versa pas de larmes, mais agissait avec la détermination qu'elle avait dissimulée pendant 2 décennies. À son instigation, Diane de Poitiers fut immédiatement contrainte de se retirer. La première et la plus humiliante de ses exigences fut le retour de tous les bijoux et cadeaux que Henri avait offerts à sa favorite, ainsi que du symbole clé de son pouvoir, le château de Chenonceau. En échange, Diane reçut le modeste château d'Annay. Du jour au lendemain, abandonnée par tous ceux qui, la veille encore, l'embrassaient et sollicitaient ses faveurs, Diane de Poitiers fit preuve d'une force de caractère exceptionnelle que peu avaient su deviner en elle. Elle se retira dans ses domaines, où elle passa les dernières années de sa longue vie dans une relative solitude.
Pourtant, même éloignée de la cour, elle ne cessa pas de se consacrer aux autres. Durant ces dernières années, elle fonda plusieurs hôpitaux, terminant son parcours non pas dans le luxe et les intrigues, mais par des actes de charité. Elle s'éteignit à l'âge de 67 ans. Sa disparition, survenue 8 ans après la tragédie du tournoi, fut aussi silencieuse que fut sa vie paisible. Dans l'église du château d'Annay fut installée une statue de Diane, sculptée en marbre blanc. Cette image de beauté parfaite que ses admirateurs louaient et à laquelle elle avait tenté de correspondre toute sa vie. Au fil des siècles, cette statue de marbre, tout comme les légendes entourant Diane, resta le symbole d'une énigme éternelle. Comment, avec toute son austérité, avait-elle pu conserver si longtemps une fraîcheur quasi surnaturelle ? Le secret, supposé, résidait dans sa discipline de fer, bain froid quotidien, longues promenades à cheval, abstention totale de vin et de cosmétiques, semblait logique, mais n'expliquait pas entièrement cette blancheur marbrée et la finesse de sa peau. Les historiens se contentèrent de cette explication, mais le voile sur la vérité ne fut levé qu'après presque 5 siècles. Le drame historique céda la place à l'enquête scientifique en 2009, lorsque les restes de Diane de Poitiers furent exhumés de sa sépulture pour une étude moderne. Cette démarche devait confirmer ou infirmer toutes les rumeurs sur son apparence et sa routine. Une équipe de scientifiques, comprenant le pathologiste Philippe Charlier et le toxicologue Joël Poupon, entreprit l'analyse de ses cheveux et de ses os. Les résultats de cette étude furent une véritable sensation scientifique et la révélation finale choquante du mystère de sa beauté. Dans les tissus de Diane, une concentration monstrueuse d'or fut découverte. Elle dépassait de 250 fois les niveaux normaux. Cette découverte donna immédiatement la clé de son apparente jeunesse éternelle et de son visage marbré. À l'époque, les alchimistes, dont les conseils étaient souvent sollicités par les élites, croyaient que l'or n'était pas seulement un métal précieux, mais un véritable élixir de vie, source de longévité, de force et surtout de beauté. Les scientifiques supposèrent que Diane consommait régulièrement une boisson spéciale préparée par les alchimistes contenant des particules microscopiques d'or. Cet élixir d'or qui, selon elle, lui offrait une beauté immortelle, s'avéra en réalité être une substance agissant lentement. L'or, à une telle concentration, provoque inévitablement un empoisonnement sévère de l'organisme. Il s'accumule dans les tissus et l'un des signes visibles de cet état est justement l'étonnante pâleur, presque irréelle, de la peau. Les témoignages contemporains prirent alors un sens sinistre. Diane avait toujours eu un visage très clair, mais quelques mois avant son départ, il était littéralement devenu blanc, prenant une teinte crayeuse et maladive. Les scientifiques conclurent que ce qui avait été pendant des décennies son arme principale, sa beauté éblouissante, était en réalité le résultat d'une intoxication chronique. Elle payait pour sa fraîcheur marbrée non seulement par l'ascèse, mais aussi par l'effet invisible et destructeur du métal précieux. Ainsi, Diane de Poitiers se révéla véritablement être un génie de la beauté, mais le prix qu'elle paya pour la légende de son apparence immortelle fut immensément plus élevé. Elle consommait, consciemment ou par ignorance, son propre poison pour rester une déesse. L'histoire vit quand on la raconte. Abonnez-vous. Ce qui va suivre, vous ne l'avez jamais entendu auparavant.